Kajef. Il va se présenter lui-même là-dessus. Je vais lui laisser la place. Alors, je veux savoir si Madame Liboiron, Madame Marleau, si tout est correct pour vous. On lève le pouce pour me dire que ça va et qu'on peut commencer. Levez le pouce. Super. On enlève le pouce et je cède la place à Monsieur Lacourcière. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, mesdames. Je me présente. Mon nom est Daniel Lacourcière de Kajef International. C'est une société d'experts conseils qui a été mise sur pied il y a près d'une vingtaine d'années maintenant, qui a débuté en 1991, dans le but d'offrir des services conseils aux PME québécoises et canadiennes pour sécuriser les montages financiers internationaux, pour appuyer les PME dans le développement de leurs affaires sur les marchés extérieurs. Vous allez comprendre tout au cours de la présentation la thématique qui s'adresse aujourd'hui, c'est principalement au niveau là de comprendre les mécanismes de financement à court terme non traditionnels, c'est-à-dire que actuellement, certainement que vous avez des marges de crédit avec votre banquier conventionnel, mais on va regarder au-delà de vos besoins financiers pour être capable d'apporter des solutions novatrices pour vous permettre de gérer plus adéquatement les liquidités au sein de l'entreprise, qui est certainement là un élément essentiel pour la pérennité et aussi pour permettre la croissance de votre entreprise. Dans un deuxième volet, on va regarder le volet des investissements directs canadiens à l'étranger, dans le contexte d'un transfert de technologie, dans le contexte d'impartition, dans le contexte, disons, d'approvisionnement sur les marchés extérieurs, dû à la globalisation des marchés. C'est fort important de voir comment on peut s'implanter à l'étranger, soit en alliance stratégique ou en partenariat ou en investissement direct canadien à l'étranger. On va regarder dans un premier temps le volet court terme, le plan de présentation sur la gestion des liquidités. C'est un élément essentiel parce que beaucoup d'entreprises font face à des problématiques au niveau de leur accessibilité sur leur marge de crédit conventionnelle, surtout lorsqu'elles ont des contrats à l'étranger ou est-ce qu'elles anticipent de faire affaire sur les marchés extérieurs. Souvent, les sociétés ou les entreprises en croissance sont limitées par l'accessibilité à ou comment on peut bénéficier un peu de sources de financement non traditionnelles pour vous permettre justement d'atteindre cet objectif. Dans un premier temps, on va regarder le financement des comptes clients, suivi du financement de contrats, suivi de la chaîne de valeur, financement de la chaîne de valeur. Et aussi, on va regarder, étant donné que vous êtes des sociétés en développement, des sociétés qui font de l'innovation, comment on peut financer ces programmes de recherche et développement, et aussi comment on peut financer, lever des liquidités à travers le financement d'actifs. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier volet? Si vous n'avez pas de questions, il faut juste dire en bas dans le clavardage que non, tout est OK. Comme ça, on peut continuer. Puis s'il y a des questions, ben oui, posez la question. Non? Parfait, tout est OK. Parfait. Tout est beau, merci. Alors, on va aller dans un deuxième... Ici? Oui, OK. On va aller dans le deuxième. Bon. Ça va dire. Oui, dans le deuxième volet de la présentation, on va regarder les appuis au financement des investissements directs canadiens à l'étranger. On va regarder principalement les paradigmes. On va tenter de changer les paradigmes conventionnels, c'est-à-dire les paradigmes de financement crédit exportation court terme. On va regarder l'évolution des conséquences de ces paradigmes et de changement
au niveau des appuis financiers à l'investissement direct canadien à l'étranger. On va regarder de plus les alliances stratégiques auprès des investissements directs étrangers, les impacts positifs de la globalisation et de la mondialisation à travers les approvisionnements et les outsourcing, ces approvisionnements sur les marchés extérieurs. On va regarder divers types d'investissements directs étrangers et les sources de financement bilatéral ou multilatéral des investissements directs étrangers. Alors, ça va pour ça. On commence avec le premier volet de notre présentation, qui est le financement des comptes clients à 90% au-delà de la marge conventionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, toutes les entreprises canadiennes qui bénéficient d'une marge de crédit conventionnelle à leur banque d'affaires vont bénéficier d'une marge de crédit à hauteur de 75% de leurs comptes à recevoir qui sont marginalisés et 50% des inventaires. Alors, si, par exemple, on a une marge de crédit, si on a des inventaires à hauteur de 100 000 $, alors la banque va vous octroyer une marge de crédit de 75 000, soit 75% de la valeur ou 125% de margination sur les comptes à recevoir. Par contre, si vous êtes une entreprise en forte croissance et que vous avez, par exemple, 200 000 $ de comptes à recevoir, la banque va tout de même vous offrir une ligne de crédit toujours à hauteur de 75 000. Alors, c'est-à-dire que il y a un manque à gagner sur l'utilisation des surplus de comptes à recevoir qui ne seront pas à votre avantage, qui ne seront pas marginés pour vous permettre d'avoir un avantage sur la liquidité de votre la liquidité de vos recevables pour vous permettre une croissance adéquate ou une croissance plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on a des institutions financières non bancaires qui peuvent vous offrir des marges de crédit au-delà de votre marge de crédit conventionnelle et qui peuvent vous permettre de bénéficier à hauteur de 90% de l'excédent des marges de crédit ou des recevables qui sont marginalisés au niveau de votre banque commerciale. C'est-à-dire, si on a une marge avec des comptes à recevoir de 100 000 qui sont marginalisés à la banque et que vous avez un 100 000 $ additionnel qui n'est pas utilisé pour bénéficier des liquidités auprès de votre banque commerciale, on peut vous offrir une marge de crédit de 90 000 $, c'est-à-dire 90% des comptes à recevoir qui sont au-delà des marges de crédit de votre banque conventionnelle. C'est-à-dire à ce moment-là que vous optimisez les liquidités de votre entreprise et que vous pouvez utiliser pour favoriser la croissance, le développement des affaires sur le marché étranger. Qu'est-ce que ça fait en principe? C'est que ça complète la marge de crédit d'exploitation et ça vous permet des décisions plus éclairées où le bénéfice, ça vous permet d'utiliser ces liquidités-là pour votre croissance corporative. La décision est basée naturellement sur votre bilan parce que les banques vont vous offrir un crédit basé sur des ratios financiers conventionnels, comme je mentionnais tantôt, et aussi sur la solidité des comptes clients. La majorité des comptes clients internationaux doivent être assurés pour bénéficier d'une couverture au niveau de votre marge de crédit à la banque régulière, à votre banque d'affaires, et aussi à une institution financière non bancaire. Alors, ça vous permet à ce moment-là d'utiliser un peu la liquidité sur vos activités, vos disponibilités de fonds. L'avantage, c'est que ça crée une solution durable au problème de liquidité en ayant une marge de crédit au-delà de votre marge conventionnelle. Ça peut vous permettre d'optimiser les comptes clients canadiens et étrangers, c'est-à-dire qu'on va chercher le maximum au niveau de l'optimisation des recevables pour vous permettre de bénéficier de liquidités additionnelles. Et ça vous permet un financement en devise, qui est fort important dans ce contexte aujourd'hui où l'on sait que la devise canadienne et la devise américaine sont très volatiles
au cours des derniers mois, comme vous avez certainement pu le constater. Ça vous permet, à ce moment-là, d'emprunter dans la devise étrangère sans, pour autant, affecter les variables ou les variantes au niveau des contrats de change qui sont fort importants dans le contexte aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez des comptes en dollars US, on va vous financer en dollars US et vous rembourser la marge de crédit en dollars américains. Alors, c'est une parité équitable qui vous permet naturellement de bénéficier de financement en dollars américains. Le deuxième volet se trouve au niveau du financement des contrats. Principalement, le financement de contrats, ce que ça veut dire, c'est que ça vous permet de financer vos activités commerciales avec un contrat étranger à l'extérieur de votre marge de crédit conventionnelle. C'est-à-dire qu'on peut organiser un financement de contrat qui est à l'extérieur de votre marge de crédit à la banque, qui vous permet d'avoir un financement pour les intrants, les travaux en cours, d'avoir principalement 80% de financement sur vos activités là, de travaux en cours. Et de plus, ça nous permet aussi de nous mettre en place un financement à hauteur de 85% des comptes à recevoir lorsque le projet est livré à votre acheteur étranger. Alors, on peut organiser un financement de contrat indépendant de votre marge de crédit conventionnelle qui vous permet de bénéficier d'un financement quasiment hors bilan pour vous permettre naturellement de développer votre croissance sur les marchés extérieurs. On regarde aussi le financement de fonds de roulement pour le cycle de vie de la transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut organiser un financement de la prise de commande d'un acheteur étranger jusqu'à la livraison dans le temps. Et de plus, on peut vous permettre d'offrir un crédit acheteur ou un crédit fournisseur pour permettre à votre acheteur étranger de bénéficier d'un financement international pour le court, moyen ou long terme, dépendamment de la nature du bien ou du service que vous offrez. Les avantages de financement de contrat, ça vous permet d'accepter des contrats au-delà du flux de trésorerie de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire principalement qu'on peut financer un contrat hors bilan, qui est fort avantageux dans les contextes de croissance corporative. Si vous avez des contrats à l'étranger, souvent vous êtes limité par votre capacité de réaliser ces contrats-là, dû à votre limitation sur les marges de crédit. De ce fait, d'utiliser un financement de contrat, on peut vous permettre à ce moment-là d'accepter des contrats au-delà de vos flux de trésorerie conventionnels. Ça vous permet aussi de bénéficier de rabais fournisseurs par le fait que on peut financer jusqu'à hauteur de 80% de vos intrants, comme on a vu précédemment, et ça vous permet aussi de soumissionner sur plusieurs contrats à la fois, étant donné que les contrats sont financés individuellement hors de votre marge de crédit conventionnelle. Alors, ça vous permet effectivement une capacité de réaliser des contrats de façon fort dynamique qui souvent sont méconnus des sociétés ou des PME canadiennes québécoises et qui sont souvent aussi limités par le fait de votre plafond sur les marges de crédit conventionnelles. Alors, c'est effectivement un financement là, tout à fait novateur pour vous permettre de réaliser vos croissances. Dans un troisième volet, on va regarder préalablement, est-ce qu'il y a des questions sur les deux premiers volets quand on parle de financement court terme et quand on parle de financement de contrat? Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des éléments que vous pourriez soulever? Oui, Mme Liboiron voudrait soulever un point. Oui. On vous lit. Non, Mme Marleau n'a pas de question, mais Mme Liboiron a levé la main. Donc, elle va nous écrire une question, c'est sûr. Oups, moi, je devrais me retirer de l'écran. Reste là, toi. Voilà. Alors, où peut-on aller pour obtenir ce genre de financement? Bon, écoutez, la majorité des grandes banques canadiennes ont des services qui s'appellent iTrade Finance, E-Trade, comme International Trade.
Si vous faites des recherches sur les banques canadiennes, la majorité ont un service spécialisé dans le domaine du financement de commerce. Et aussi, on peut regarder les financements de contrats pré-expédition qui sont offerts par la Banque de développement du Canada qui offre un service de financement pré-expédition. C'est une partie de la solution. L'autre partie, c'est principalement au niveau des comptes à recevoir assurés, des comptes à recevoir étrangers qui peuvent être assurés par EDC, qui peuvent être assurés par des sociétés d'assurance privées comme Euler, Hermès, Coface, qui sont des grandes sociétés d'assurance internationales qui ont pignon sur rue à Montréal, au Québec et à travers le monde, qui peuvent vous offrir des solutions de financement de comptes à recevoir, toujours sous le chapeau des marges de crédit conventionnelles. Par contre, lorsqu'on travaille sur des financements de contrats, ce sont des financements qui sont particuliers et qui sont hors bilan et qui ne nécessitent pas nécessairement l'aval de votre banque commerciale. Alors, il y a des sociétés comme iTrade Finance à Toronto, il y a des sociétés comme NatTrade de la Banque nationale, il y a des sociétés comme Scotia iTrade. Alors, la majorité des grandes banques offrent un service de financement de commerce extérieur qui pourront vous permettre de bénéficier de ces avantages financiers particuliers. Si ça répond à votre question, Madame Liboiron, on pourrait baisser la main. Merci beaucoup. Excellent. C'est bien? Oui. Alors, on continue avec le troisième volet du financement court terme. C'est le financement de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on finance principalement la solvabilité les facteurs de décision d'un tel financement est basé sur la chaîne de valeur du projet et de l'entreprise. La solvabilité de votre entreprise, naturellement, est prise en compte lorsqu'on fait un financement de la chaîne de valeur parce qu'on regarde le contexte de votre projet où on tente d'offrir ou de structurer un financement en aval pour votre client. C'est-à-dire que vous avez un projet avec un acheteur étranger et on peut structurer un financement qui permet à l'acheteur de bénéficier de financement canadien à travers les mécanismes de financement de Exportation et Développement Canada, à travers de votre banque commerciale ou à travers d'autres sources de financement, comme j'ai mentionné plus tôt, où on finance l'acheteur à l'étranger. Souvent, les entreprises vont recevoir un bon de commande pour 100 000 ou 1 million, quel que soit le montant, et vont offrir à leurs clients le paiement qui soit payé à la livraison. Ce qui implique beaucoup d'engagement financier de la part de votre acheteur de déposer ou de s'engager à vous payer d'avance ou à vous payer lors de la livraison le montant total de votre transaction. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut structurer un financement crédit acheteur pour permettre à votre acheteur de bénéficier de financement court ou moyen terme. Quand on parle de court terme, ça peut aller de 90, 180, 360 ou même quelques années à moyen terme. Ce qui vous permet d'être assuré dès le départ que votre financement est disponible pour permettre à votre acheteur d'acheter votre produit. Ce qui n'empêche pas, par contre, vos contraintes au niveau de la production. C'est-à-dire que si vous avez un délai de production de 3 mois ou de 6 mois, ça grève automatiquement votre marge de crédit à la banque. Et souvent, si vous avez plusieurs contrats à la fois, vous êtes limité par la capacité de votre marge de crédit à réaliser des contrats, un ou plusieurs à la fois. Lorsqu'on a un financement de la chaîne de valeur, on peut financer plusieurs contrats à la fois parce qu'ils sont basés sur le financement à moyen terme, sur le financement en aval qui a déjà été structuré pour votre acheteur. Ce que l'on fait, c'est qu'on structure un financement pour l'acheteur étranger sur lequel on va grever les paiements d'avance et les paiements progressifs lors de la cédule de production de votre projet pour vous permettre d'avoir un cash flow positif en tout temps lors de la réalisation des travaux en cours. Ce qui vous donne un avantage fort important
de ne pas utiliser votre marge de crédit à la banque commerciale, mais d'utiliser des sources de fonds à travers un financement crédit acheteur que l'on a mis en place pour le bénéfice de votre transaction et pour le bénéfice de votre acheteur. Alors, c'est un financement hors bilan qui vous permet à ce moment-là de bénéficier de liquidités pour réaliser vos travaux en cours jusqu'à la livraison de votre projet à votre acheteur étranger. Alors, naturellement, cette décision-là est basée sur la solidité de la transaction plutôt que les antécédents de votre bilan personnel. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est une proposition qui pourrait vous intéresser? Alors, on ouvre la discussion. S'il y a une question ou des questions, des éclaircissements, ce serait à ce moment-ci qu'on peut répondre à vos questionnements. Comme il ne lève pas la main, on peut poursuivre. Bon, alors les financements de la chaîne de valeur, ce que l'avantage de cette mécanique de financement, c'est que ça vous permet de procurer des liquidités en amont et en aval. C'est-à-dire en amont, à partir du bon de commande, on peut ouvrir un financement pour la réalisation du contrat jusqu'à la livraison de votre projet et jusqu'au paiement de votre client, parce que le financement de la chaîne de valeur peut démarrer au moment du bon de commande jusqu'au paiement final par le client qui couvre le financement en aval, comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la présentation sur la CETAT précédente. Ça vous permet aussi d'accepter des commandes plus importantes, parce que, étant donné que les contrats sont autofinancés hors de votre marge de crédit conventionnelle, et que votre cash flow, c'est-à-dire que la trésorerie de chaque contrat est assurée par le financement en aval, ça vous permet de réaliser 1, 2 ou 3 contrats en parallèle, parce que chaque contrat est indépendant et financé indépendant l'un de l'autre, et financé aussi indépendant de votre marge de crédit opérationnelle à la banque commerciale. Alors, c'est un avantage très, très marqué pour permettre aux entreprises de bénéficier des demandes sur le marché pour permettre la croissance accélérée. D'autre part, étant donné que le financement de projets de la chaîne de valeur, étant donné qu'on offre un financement en amont et en aval, ça vous permet d'appallier le financement de la chaîne de valeur aux besoins du contrat. On va structurer le financement pour vous permettre d'avoir des liquidités tout au cours de vos travaux en cours, sans qu'elles soient affectées par votre marge de crédit à la banque d'affaires. Alors, on fait un appaliement entre les sources de financement au niveau de la disponibilité à votre acheteur et les besoins financiers qui sont identifiés dans votre projet de réalisation. Le quatrième volet, c'est le financement des crédits d'impôt en recherche et développement. Comme vous savez, la recherche et développement est souvent très fastidieuse, est souvent financée par la marge de crédit conventionnelle. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on peut organiser un financement pour le crédit d'impôt directement jusqu'à concurrence de 70% des demandes accréditées de recherche et développement qui sont soumises au gouvernement provincial et autres. Le financement de R&D est souvent basé sur la solidité et de la réclamation R&D, comme vous avez certainement pu le réaliser dans d'autres activités d'affaires. Ça permet de conserver votre marge de crédit étant donné que c'est un financement indépendant, jusqu'à concurrence de 70%, et ça permet aussi d'accroître les liquidités d'entreprise de démarrage ou en croissance rapide. Alors, le financement de R&D est un financement parallèle hors bilan qui vous permet naturellement de bénéficier de sources de financement externes à votre marge de crédit conventionnelle. Oui. D'accord? Maintenant, on va regarder le cinquième volet,
qui est le financement de l'actif. Pour les entreprises qui sont en opération, des entreprises existantes depuis plusieurs années, des entreprises qui sont dans le développement international, qui nécessitent naturellement là, une assise financière quand même importante, une assise financière solide. Souvent, ces entreprises-là ont des actifs immobiliers ou des actifs qui sont disponibles pour permettre à ce que vous puissiez bénéficier de financement parallèle ou du financement d'actifs sur les actifs qui sont disponibles au financement. On peut penser principalement aux actifs immobiliers, on peut penser aux actifs d'équipement qui sont libres de lien aux financiers conventionnels. Ça vous permet à ce moment-là d'optimiser et d'emprunter sur la valeur de vos actifs libres de lien ou des actifs qui ont pris de la valeur au cours des dernières années. Par exemple, si vous possédez des actifs qui ont été acquis il y a plus de 5 ans ou 10 ans, ces actifs-là ont certainement pris des valeurs importantes au cours des dernières années qui vous permet de bénéficier de cette valeur ajoutée ou de cette plus-value pour lever des liquidités, vous permettant ainsi de lever du capital court ou moyen terme pour vous permettre naturellement de la croissance que vous désirez au développement des affaires domestiques ou internationales. Alors, c'est le financement d'actifs qui vous permet d'optimiser et d'emprunter sur la valeur de vos actifs libres et aussi qui vous permet de libérer une marge de crédit conventionnelle qui améliore aussi votre fonds de roulement, étant donné que ce sont des actifs libres de lien sur vos activités. Le financement d'actifs est basé sur la valeur des actifs vous permettant une capacité d'emprunt au lieu d'une performance financière de l'entreprise, c'est-à-dire que les institutions financières non bancaires peuvent vous permettre de lever du capital sur la plus-value de vos actifs immobiliers qui sont disponibles pour vous permettre naturellement la croissance de votre entreprise. Ça vous permet aussi une offre, une alternative aux manufacturiers, aux grossistes, aux agents distributeurs pour leur permettre naturellement de lever du capital court moyen terme. Le financement d'actifs, ce n'est pas de l'affactorage. Vous demeurez pleinement en contrôle de vos relations d'affaires et de la perception de vos clients. C'est-à-dire que c'est un refinancement de la plus-value de vos actifs immobiliers non liés ou non grevés par des liens sur des financements existants. Alors, il y a des nombres d'institutions financières non bancaires qui sont actives dans le marché et qui peuvent vous permettre de lever des liquidités au sein de votre entreprise pour vous permettre la croissance désirée. Alors, ici, ça complète un peu la première partie de notre premier volet court terme. J'aimerais revenir sur... c'est une présentation qui est quand même assez élaborée. On a fait un survol très rapide des différents éléments qui vous permettent là, de visualiser au sein de votre entreprise quels sont les éléments qui pourraient être identifiés pour permettre la gestion et l'optimisation de vos actifs court ou moyen ou long terme pour vous permettre de lever des liquidités au sein de votre entreprise, justement pour permettre la croissance, permettre le développement des affaires internationales, pour vous permettre un temps d'activité qui souvent sont limités par votre limitation sur les marges de crédit bancaire conventionnelles qui, elles, sont basées sur des ratios de règles prudentielles des banquiers. Alors, comme vous savez, depuis quelques années maintenant, la liquidité et les marges de crédit sont très, très restreintes dû au contexte économique, ce qui cause souvent des difficultés au niveau de levée de liquidité pour votre entreprise. Alors, on a nommé seulement quelques éléments
pour vous permettre d'identifier comment on peut vous aider à mieux gérer et à optimiser vos actifs corporatifs. Ce qu'on va faire à l'instant, on va vous présenter un petit vidéo qui est offert par la Banque du développement du Canada, qui va vous mettre en contexte sur l'appui de la BDC, qui est toujours en parallèle avec votre banque commerciale et aussi en parallèle avec Exportation et Développement Canada, qui sont des joueurs majeurs dans l'appui au développement international de vos entreprises. Alors, on procède avec un petit vidéo, et puis s'il y a des questions après celle-ci, ça me fait plaisir d'y répondre de façon ponctuelle. Et ce qui fait l'intérêt de cette présentation, ce sont les questions qui sont posées et pour lesquelles on peut apporter des éléments de réponse, des éléments de solution pour les problématiques que vous encourez dans vos activités courantes, dans vos entreprises respectives. Alors, on procède avec la vidéo, puis par la suite, répondre à certaines questions sur le financement à court terme. Merci. À la Banque de développement du Canada, nous n'avons qu'une passion, les entrepreneurs. Les écouter, les aider et répondre à leurs besoins. Nous entretenons une relation d'affaires avec 28 000 entrepreneurs à l'échelle du pays et nous comprenons leurs défis quotidiens. C'est pourquoi nous mettons à profit notre capital humain et financier pour leur offrir des solutions à la mesure de leurs ambitions. Tout est mis en œuvre pour accélérer leur succès. Pour nous, ça a été très bénéfique pour le groupe ADF d'être associé avec la BDC pour le développement de notre marché international. Nous mettons toutes nos ressources pour que les idées novatrices aboutissent en un produit ou un service qui s'imposera dans son marché. Dans l'historique de n'importe quelle entreprise, il y a des périodes où ça va bien ou des périodes où ça va mal. Et c'est vraiment là où on peut compter sur des gens comme ceux de la BDC, c'est quand les périodes vont moins bien. Le Canada a besoin d'entrepreneurs capables de réussir chez nous et ailleurs. Notre raison d'être à BDC, l'entrepreneur d'abord. Ici. Je te ramène le diapo. Ton film est fini. Les gens sont venus. Oui. Je leur pose la question sur l'exportation. Oui. À titre d'intérêt, j'aimerais savoir si les entreprises qui sont Il y a 3 entreprises. Là. Les entreprises qui sont avec nous sur la plateforme, si vous êtes très actifs au niveau de l'exportation, est-ce que ce sont vos premières armes au niveau de la sensibilisation au marché d'exportation, ou vous êtes des exportateurs aguerris sur les marchés nord-américains ou sur les marchés émergents? J'aimerais savoir un peu votre positionnement sur les marchés extérieurs. Alors, c'est une question qu'on vous pose à tous les 3. Victor, qui est un de mes étudiants, si tu veux répondre à Monsieur Lacourtière, ce que vous exportez et où. La même chose pour nos 2 autres participants d'aujourd'hui. Si vous voulez en quelques mots nous dire ce que vous exportez, si vous exportez et sur quel marché. On attend vos réponses pour continuer la 2e partie. Alors, M. Parent exporte. M. Parent exporte au Moyen-Orient, en Asie. Madame Liboiron, nous exportons par le biais d'un client montréalais sur 3 continents. Oui, alors ils n'exportent pas, ils vendent à un exportateur. Oui, c'est ça. Puis, M. Parent, il donne... Bon, nous débutons, à vrai dire. Nous sommes en train d'essayer de trouver un produit, mais peut-être plus pour l'importance d'un projet en informatique. Nathalie Boiron exporte en Australie, en Europe et... Bon, alors, oui.
aux États-Unis. D'accord. OK. Alors, vous avez certainement l'expérience d'activités internationales. On parle des États-Unis, de l'Australie, de l'Europe, du Moyen-Orient. Alors, tous ces mécanismes-là dont on a parlé sur le court terme sont certainement des outils financiers non traditionnels qui sont offerts sur le marché des institutions financières non bancaires, toujours en complémentarité avec votre banque commerciale. Il faut toujours garder en tête que votre banque commerciale est l'institution financière de prime importance. Il faut aussi penser l'appui des institutions canadiennes comme Exportation et Développement Canada, la BDC, qui ont des projets d'appui au développement international par le biais de financement de pré-expédition, ce qui rejoint un peu le financement de la chaîne de valeur en amont et en aval. Daniel? Oui. Est-ce qu'on peut dire que le directeur de compte avec lequel il travaille en succursale ne maîtrise pas ce qu'on leur parle aujourd'hui? Ce sont des éléments dont ils ont peut-être entendu parler, mais il est rare qu'un directeur de compte en succursale maîtrise ces outils. Tout à fait. Alors, comme Carl vient de le mentionner, le directeur de compte commercial, qui est votre directeur d'affaires, va regarder principalement, lui, sa responsabilité et de regarder que votre compte commercial ne dépasse pas les marges déjà établies et aussi qu'il respecte les normes de droit et les normes de règles prudentielles des banques, c'est-à-dire la margination des comptes à recevoir, la margination des inventaires, pour ne pas vous permettre d'aller au-delà de votre capacité d'emprunt sur une marge de crédit qui est établie souvent une fois par année ou révisée une fois par année. Par contre, au cours de l'année de vos activités commerciales, vous avez des besoins financiers pour réaliser des projets d'exportation sur l'Australie, les États-Unis, le Moyen-Orient, sur l'Europe, qui souvent sont plus exigeantes que votre marge de crédit opérationnelle. Alors, qu'est-ce que vous faites si votre marge de crédit est déjà au plafond et que vous avez une commande qui est très importante, très lucrative? Alors, votre banquier va dire, vous ne pouvez dépasser votre marge de crédit étant donné votre capacité d'emprunt, limitée par les règles prudentielles. On ne peut pas vous permettre d'aller au-delà de votre marge de crédit, ce qui vous impose des contraintes très limitatives dans le développement et la croissance de votre entreprise, qui à ce moment-là peut même vous permettre de réduire ou de laisser passer une transaction importante sur les marchés visés. Par le biais d'institutions financières non conventionnelles ou non traditionnelles, vous pouvez avoir accès à des liquidités pour vous permettre de financer les contrats qui seraient limités dans votre capacité de réalisation due à votre marge de crédit domestique. Alors, de ce fait, d'où l'importance de comprendre et de savoir qu'il existe sur le marché des institutions financières non conventionnelles, non bancaires, des outils financiers qui vous permettent de réaliser ces projets à l'étranger. Alors, comme Carl disait, les directeurs de comptes commerciaux sont limités dans leur volonté ou dans leur capacité de vous aider, étant donné qu'ils ne maîtrisent pas non plus ces outils-là. D'où notre intérêt à vous sensibiliser pour savoir qu'il existe des outils sur le marché pour vous aider à réaliser votre croissance comme bon vous semble ou selon les besoins de la demande du marché. Alors Daniel, il est donc avantageux de se faire conseiller adéquatement pour pouvoir appuyer sur son directeur de succursale ou son directeur de compte pour qu'il puisse envisager l'utilisation de ces outils-là. C'est pas d'une première simplicité, c'est ce que je comprends? Tout à fait. Étant donné que le directeur de compte est responsable de la relation bancaire commerciale avec votre entreprise, son intérêt primaire est de voir à la régularité de vos opérations bancaires. Mais de plus, chaque institution financière ou chaque banque bénéficie d'un service international. Toutes les banques canadiennes ont un service très performant, ont un service
qui apporte les outils ou qui apporte les éléments de solution au directeur de compte commercial pour vous permettre d'aller chercher des instruments ou d'aller chercher des informations auprès de votre directeur de compte commercial par le biais du service bancaire international de votre banque. Alors, si le directeur de compte commercial n'a pas les réponses à vos questions, il se doit ou vous devez être très, très incitatif à ce qu'il vous donne des réponses adéquates à travers l'information qu'il peut obtenir de son service bancaire international qui dessert naturellement les besoins de votre clientèle, quoi. Alors, les banques sont bien outillées. Il y a aussi de l'information qui est disponible auprès de la BDC, Banque de développement du Canada, auprès de Exportation et Développement du Canada, qui ont aussi un service en ligne pour répondre à vos questionnements. Et les banques canadiennes ont souvent des ententes de partenariat avec Exportation et Développement Canada qui vous permettent à ce moment-là d'aller chercher un appui au niveau des banques canadiennes appuyées par Exportation et Développement Canada ou autres sources d'assurance crédit à l'exportation comme Euler, Hermès, Coface et autres grandes banques et institutions d'assurance internationale. Alors, est-ce que ça répond un peu à vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on procède au deuxième volet, qui sera peut-être un peu plus rapide, étant donné qu'on parle d'investissement direct étranger? Si tout va bien, on lève le pouce. Merci Victor. Merci tout le monde. Vous enlevez le pouce, on continue. Merci. Alors, on va aller plus rapidement dans le deuxième volet. C'est l'appui au financement des investissements directs étrangers canadiens sur les marchés extérieurs. En 2009, le Canada a investi à l'étranger, toutes les sociétés canadiennes ont investi à l'étranger, un montant de l'ordre d'à peu près 637 à 640 milliards de dollars à l'étranger, dont à peu près 45% étaient dirigés vers les États-Unis, naturellement un marché des plus importants là, pour les activités commerciales mondiales. À peu près 25% étaient dédiés sur les marchés d'Europe, pour à peu près une valeur d'à peu près 135 milliards. Et pour ce qui a trait à la Chine et aux pays du BRIC, c'est-à-dire Brésil, Inde, Chine et Russie, ça ne représentait que l'ordre d'à peu près 2% de la valeur des investissements directs canadiens à l'étranger pour un montant d'à peu près 10 milliards de dollars, ce qui est très peu par rapport à l'ensemble de la capacité ou des investissements directs canadiens sur les marchés extérieurs. Alors, qu'est-ce que c'est que l'investissement direct canadien à l'étranger? Ça vous permet effectivement d'aller solliciter ou d'aller développer des alliances stratégiques, des partenariats, des co-entreprises sur les marchés extérieurs pour vous permettre naturellement d'améliorer la chaîne de valeur sur les marchés extérieurs. Ça vous permet d'aller chercher un outsourcing sur les marchés émergents pour améliorer votre prix de revient, ce qui vous permet d'être plus compétitif sur les marchés internationaux et de plus pour vous permettre d'améliorer votre rentabilité et d'être plus compétitif. On va regarder un peu les différents éléments qu'on va toucher dans cette section. C'est les paradigmes du financement conventionnel versus le financement de projet, l'évolution des conséquences de ces paradigmes, de ces changements de paradigme, les alliances stratégiques qu'on peut développer auprès des investissements directs étrangers, l'impact positif d'un investissement direct canadien à l'étranger, divers types de financement et les sources de financement des investissements directs étrangers. Comme je dis, on va aller assez rapidement. On a encore une quinzaine de minutes d'activité, mais on va aller rapidement. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main pour y répondre adéquatement. Le paradigme du financement conventionnel, du financement classique, c'est qu'on finance l'importation, l'exportation de biens et services de matière conventionnelle par le biais de mécanismes de paiement court moyen terme avec l'aide de crédit conventionnel. On sait que l'import et l'export sont intimement reliés, c'est-à-dire on exporte nos biens à travers le monde, on importe les intrants, les matières premières
qu'on importe de Chine ou d'Inde ou des pays émergents, ce qui améliore notre prix de revient au niveau de nos produits et services vendus à l'étranger. On passe du financement classique au financement d'intégration. Le financement d'intégration, c'est principalement le financement de la chaîne de valeur internationale, comme on a parlé dans la première volet de notre présentation. Le financement des investissements directs étrangers afin de contrer les barrières tarifaires, c'est-à-dire que on sait que les États-Unis sont un territoire très protectionniste, on sait que la Chine est aussi très protectionniste, le Brésil aussi, alors tous les pays imposent des barrières tarifaires pour limiter les importations étrangères et naturellement de travailler avec leur propre main-d'œuvre. Alors, les barrières tarifaires, si on a un investissement direct avec un partenaire étranger, ça nous permet effectivement de contrer ces barrières-là et d'établir des partenariats pour pouvoir augmenter la capacité de vente dans le marché visé. Alors, l'investissement direct dans le financement d'intégration nous permet de développer un nouveau marché en éliminant les contraintes d'entrée dans ces marchés visés. L'évolution des conséquences, c'est qu'on regarde le financement d'intégration de la chaîne de valeur. Le financement de projets BOT, ce sont des projets PPP, partenariat privé-privé. Le financement de concession, c'est-à-dire que si on offre un service à moyen terme, on peut le gérer, l'opérer, le posséder et le transférer par la suite à la fin du terme de réalisation. L'administration déléguée, c'est un peu le même genre d'activité où l'on est responsable de l'investissement et de l'opération du projet, mais avec limitation sur la capacité, sur la possession, et outsourcing, qui est une autre source d'approvisionnement sur les marchés étrangers. On parle d'améliorer la chaîne de valeur, comme on dit, tous ces éléments sont des composantes importantes d'améliorer le prix de revient sur la chaîne de valeur, ce qui nous rend plus compétitifs. Ça nous permet de rationaliser et de spécialiser nos activités canadiennes, c'est-à-dire qu'on fait produire, on fait fabriquer dans les pays émergents et on garde naturellement l'amélioration de la valeur ajoutée est maintenue au Canada, ce qui est une valeur ajoutée canadienne pour les expertises et les compétences sont maintenues au Canada tout en bénéficiant des avantages pécuniaires de faire fabriquer à l'étranger. L'impact, c'est une amélioration des coûts et une meilleure compétitivité pour votre entreprise. Les alliances stratégiques dans les investissements directs canadiens à l'étranger nous permettent de réaliser des co-entreprises, joint ventures, des partenariats, des alliances stratégiques. L'investissement direct canadien à l'étranger ou l'investissement direct étranger au Canada. On sait que la Chine est un marché qui reçoit beaucoup d'investissements directs canadiens, mais aussi qui développe beaucoup l'investissement direct étranger au Canada. L'influence grandissante sur la prospérité, c'est une composante importante des alliances stratégiques. Et des opportunités clés dans divers secteurs, notamment de l'énergie, du développement durable. Alors, en s'implantant dans des marchés émergents, dans les moteurs de valeur économique de pays émergents, ça nous permet de bénéficier naturellement de la croissance très importante de ces marchés-là qui ont eu des croissances de 7, 8 à 10% au cours des dernières années, comparativement à presque nul ou 0 ou 2% des marchés de l'OCDE. Alors, l'opportunité dans les secteurs émergents est très importante d'y faire affaire et aussi d'établir des alliances stratégiques ou partenariats avec des partenaires étrangers. Les impacts positifs de cette mécanique d'investissement, c'est que pour chaque dollar d'investissement direct canadien à l'étranger, ça nous permet de bénéficier de 2 dollars d'exportation. C'est-à-dire que si on investit 1 dollar en Chine et qu'on réduit notre prix de revient de 30 à 50%, ça nous permet d'accroître nos exportations de l'ordre de 200% sur le montant investi
dans les marchés émergents. Alors, c'est une statistique qui a été développée par les grandes maisons économiques qui ont établi cette rentabilité sur l'impact positif d'investissement direct sur les marchés étrangers. La production étrangère est moins chère, les PME maintiennent leur activité d'expertise, de compétences, de savoir-faire, et ça permet aussi des emplois de plus grande valeur, de plus grande qualité au Canada. Ça permet aussi de maintenir des activités à haute valeur ajoutée en recherche et développement, tout en bénéficiant des avantages pécuniaires de faire fabriquer sur les marchés extérieurs. L'impact positif, ça, ce sont différents modèles d'investissement direct canadien à l'étranger, des modèles push. Lorsque la limite du marché domestique est atteinte, on peut à ce moment-là, les marchés sont atteints, on peut à ce moment-là développer des marchés extérieurs comme un modèle push. Un modèle maturité, c'est lorsque la société est prête à s'établir à l'étranger et qu'elle a atteint suffisamment de maturité au Canada. Elle peut considérer là, un investissement direct étranger en pleine maturité. Un modèle pull, c'est lorsque vous allez visiter une foire commerciale internationale avec l'appui des différents gouvernements provinciaux ou fédéraux et qu'il y a une opportunité d'affaires à l'étranger, d'établir un partenariat, on établit un modèle pull. Et un modèle innovateur lorsque c'est dans le domaine des innovations, c'est la mission des entreprises et c'est l'ambition de la PME de développer des innovations sur les marchés internationaux. Ici, on a divers modèles d'investissement direct canadien à l'étranger. On regarde principalement 3 modèles différents, soit l'investissement direct conventionnel, l'investissement direct canadien à 100%. On va s'établir au Mexique, en Chine ou au Brésil. On arrive avec notre capital, on achète des immobilisations, terrains bâtisses, on apporte nos équipements, notre savoir-faire, on s'établit dans des marchés émergents. C'est un investissement direct 100% canadien qui comporte énormément de risques d'implantation, étant donné les contextes sociaux, politiques, économiques dans les marchés émergents. Vous comprenez les difficultés qu'une entreprise auxquelles elle peut faire face dans les marchés en émergence. Dans un deuxième volet, on peut regarder un investissement en partenariat de co-entreprise privée avec un partenaire local privé, ce qui nous donne un avantage marqué parce que on peut amenuiser ou mitiger les risques de politico-économiques locaux avec un partenaire local. Et aussi, on peut regarder un investissement direct mixte avec des appuis publics étrangers, soit des gouvernements qui ont des incitatifs pour nous permettre d'investir dans leur marché, notamment au niveau peut-être d'un avantage fiscal, au niveau d'une disponibilité d'actifs immobiliers, terrains, bâtisses, immobilisation, aussi au niveau d'impact fiscal et aussi peut-être au niveau de contribution sur l'implantation de votre investissement par le biais de contribution au niveau des infrastructures, terrain, au niveau des routes, des infrastructures au niveau d'aqueducs et autres services publics d'électricité ou autres. Alors ça peut être une contribution publique très importante qui n'est pas négligeable dans un contexte d'implantation sur les marchés étrangers. Ici, j'ai développé une grille qui est un peu conventionnelle, mais qui peut être modifiée, modulée selon l'intérêt qu'on peut y négocier à travers les partenaires financiers bancaires, à travers le gouvernement canadien avec EDC. Si on parle de type de projet de vente conventionnelle clé en main, de vente conventionnelle, plutôt on regarde peut-être des banques privées qui peuvent vous appuyer à hauteur de 15%, ce qui est le minimum requis par les règles de l'OCDE, avec l'appui de Exportation et Développement Canada qui vont offrir un financement à hauteur maximale de 85%. Alors on doit supporter le complément par des mécanismes de financement bancaire privé canadiens ou étrangers ou des banques étrangères qui sont établies au Canada.
Quand on parle de financement de projets clés en main, on peut regarder le financement de capitaux de risque, le financement interne de l'entreprise. C'est une participation au capital d'un projet clé en main, une contribution in kind. C'est une contribution du savoir-faire dans le projet clé en main qui peut être valorisé à hauteur de 10, 15, 20% du projet. On parle de banque privée, on parle de financement, exportation d'agences de crédit export EDC. On parlait tantôt dans la CETAT précédente des gouvernements étrangers qui peuvent financer une partie des coûts locaux, notamment au niveau des infrastructures. On peut parler aussi des financements bilatéraux, des financements multilatéraux à travers les programmes de la Banque mondiale, à travers les financements de banques multilatérales régionales comme la Banque interaméricaine de développement pour les pays Amérique du Nord et Amérique du Sud. On peut parler des banques régionales comme la Banque africaine de développement, comme la Banque asiatique de développement, comme les banques régionales comme la BOAD en Afrique de l'Ouest, ou autres banques comme la Corporation Andina de Fomento sur l'Amérique latine, et aussi la Banco del Sur, qui est la banque du BRIC. Alors, aussi, on évalue différents mécanismes de financement bilatéraux, multilatéraux, qui sont impératifs dans le cadre d'une implantation de projets PPP à l'étranger. Les projets BOT ou PPP nous permettent aussi d'accéder à une panoplie de services et de sources de financement canadiennes, bilatérales, multilatérales, locales dans les pays visés pour nous permettre de ventiler nos sources de financement internationales, pour nous permettre d'avoir le maximum d'accès aux fonds disponibles sur la place financière canadienne et étrangère. Alors sur ce, ça complète notre présentation au niveau des financements directs canadiens à l'étranger. Si vous avez des questions ou des éclaircissements, n'hésitez pas à communiquer avec nous. La prochaine étape, c'est que si vous avez, par exemple, à la suite de cette présentation, à la suite de la lecture des différents éléments qui vous sont disponibles à travers cette présentation ou à travers les sources d'informations qui vous sont présentées en appui ou en annexe, vous pouvez nous diriger vos questions qui vont nous être adressées et ça nous fait un plaisir d'y répondre le plus adéquatement possible, considérant les besoins que vous exprimez dans vos développements et dans vos contraintes financières liées au développement des affaires internationales. Alors, je vous souhaite un très bon succès dans votre développement et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'informations à travers le programme CFCI et ou à travers le biais de cette présentation. Il y a une AC4 qui donne les coordonnées pour nous joindre en tout temps. Alors, je vous remercie beaucoup et s'il y a quelques questions, on peut les prendre à l'instant et ou on pourra répondre plus tard selon vos demandes. Alors, merci beaucoup de votre présence et on espère et on vous souhaite bon succès dans votre entreprise. Bonne journée à vous. Je vais reprendre ma place. Oui. Alors, bonjour Leonardo, bonjour Victor, Nathalie, Valérie, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On espère que, évidemment, en 55 minutes, on ne fait pas des experts en financement non conventionnel, mais le but est bien sûr de vous sensibiliser à des possibilités qui ne sont pas nécessairement circonscrites de manière claire par vos institutions financières. Alors, il faut un peu les stimuler à ces solutions-là qui demandent un peu d'imagination et d'esprit constructif. Nous allons vous envoyer dans la journée un court questionnaire de 3 minutes, une espèce d'évaluation de l'activité d'aujourd'hui. Et comme mentionnait Daniel, si vous avez des questions supplémentaires, on reste toujours disponible pour répondre à ceci. Alors j'aimerais savoir si ce qu'on a fait ensemble en un mot ou deux a répondu à vos questions du jour, avant de se quitter.
Un petit mot? OK, bien, catastrophe. OK, j'ai beaucoup aimé la conférence. Merci, Mme Marleau. Alors, vous avez aussi, n'oubliez pas d'aller chercher, merci Victor Parent dit très bien, il y a des documents à télécharger, rappelez-vous, en bas à droite, donc en bas à droite complètement, vous avez un onglet documents à télécharger. Alors, n'oubliez pas d'aller chercher la présentation PowerPoint d'aujourd'hui, le fiche de financement sur le financement de développement économique Longueuil, et particulièrement trouver des clients et des fonds qui est le livre